Bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au Pod BXL. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le festival de nous avoir invités aujourd'hui. Je vous remercie d'être là et je remercie les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter. Aujourd'hui, je reçois Laurence, qui est la fondatrice de sa boîte d'édition, qui va nous expliquer un petit peu comment elle travaille et comment elle a lancé son activité. Donc, je vais pas tarder, je vais poser des questions à Laurence. Laurence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais comme activité ? Avec plaisir. D'abord, je suis ravie d'être là. C'est très, très sympa d'être un podcast en live avec les gens qui nous écoutent dans la salle. Donc, moi, je m'appelle Laurence Ortega. Je suis belge. J'exerce mon activité de coach d'auteur depuis 2018. Et concrètement, j'accompagne des entrepreneurs, donc des coachs, des thérapeutes, des consultants, des experts, à écrire un livre en lien avec leurs pratiques professionnelles, dans le but à la fois de transmettre leur message et leur savoir et leur savoir-faire de manière plus large, mais aussi de gagner en visibilité, en notoriété, pour attirer à eux finalement des nouveaux clients, enfin que leurs lecteurs aient envie de travailler avec eux après la lecture du livre. D'accord. Comment t'es venue un peu cette idée de devenir éditrice ? T'étais déjà dans l'édition, t'écrivais des livres, enfin explique-nous un petit peu. Moi, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, dans le sens que depuis que je suis toute petite, je lis et j'écris beaucoup. J'ai participé à des ateliers d'écriture créative. J'ai été moi-même animatrice d'ateliers d'écriture. J'ai fondé en 2012 une ASBL, enfin une association sans but lucratif qui s'appelle Cléa, compagnie de lecteurs et d'auteurs, qui a pour mission de relire des romans avant leur publication. Et on a formé tout un pôle de lecteurs bénévoles à une méthode que j'utilise aujourd'hui dans ma pratique aussi. Donc je baigne quand même dans le monde du livre depuis maintenant presque 15 ans. Et vraiment, mon activité, ça a été en fait au contact avec des réseaux de femmes entrepreneurs. En fait, j'ai vu une autre femme qui faisait ce métier, qui accompagnait des entrepreneurs dans la publication de leurs livres, mais elle ne les lisait pas. Et alors moi, je ne comprenais pas, moi qui aime tellement les textes, je ne comprenais pas comment on pouvait ne pas s'intéresser au contenu et uniquement à l'enveloppe et au marketing. Et donc, je me suis dit... et elle a dit, mais si vous voulez vous faire relire, Laurence, elle adore faire ça. Et donc, en fait, j'ai eu mes premières clientes grâce à elle. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je vais faire ce métier, moi. Mais je vais lire aussi les textes, voilà. Parce qu'elle dissociait les deux fonctions, c'est-à-dire toute la partie commercialisation du livre et la partie rédaction-édition. Ouais. C'était deux approches complètement différentes. C'était très, très marketing. Donc, elle utilisait juste le livre d'un point de vue marketing, donc tout miser sur la couverture, sur la promotion, la communication, en disant le contenu, je fais confiance à l'auteur, quoi. Or, moi, je pense que c'est un peu compliqué. Non, c'est possible. Je pense qu'il y a deux écoles. Moi, je pense que... Le livre est une carte de visite de luxe, comme je dis souvent, mais c'est une carte de visite à double tranchant, c'est-à-dire que effectivement, tu peux être bluffé parce que je suis autrice et tu dis trop bien, elle écrit un livre, ça doit être une femme passionnante et passionnée. Mais si tu l'achètes, que tu lis et que tu tombes sur 3 vieux conseils pourris que tu as déjà lus et entendus, ça peut... voilà. Donc moi, je trouve que d'avoir un contenu de qualité, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, du côté de l'auteur je me rends compte que le fait de prendre le temps de réfléchir à un fil rouge, à une structure, à comment je vais transmettre tout ce savoir que j'ai dans un premier livre, il y a un travail vraiment très intéressant pour l'auteur de prendre le temps. Donc moi, c'est vrai que voilà, on en reparlera peut-être, mais je milite un peu contre cette tendance un peu d'écrire son livre en 48 heures, écrire son livre en 14 jours en partant à Malaga. Moi, je pense qu'écrire un livre, c'est un processus de transformation, de prise de confiance. Il se passe plein de choses quand on écrit un livre. Et donc, oui, j'accorde beaucoup d'importance aussi au contenu. Donc toi, tu vois plus la rédaction d'un livre comme une introspection finalement, de réfléchir à qui on est, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à son lecteur, plutôt que dans nos simples outils marketing avec 10 astuces qu'on peut trouver sur Internet finalement. Oui, on va si plus... je traduis. Hein. Oui, c'est vrai. En l'écrivant au soleil. Oui. C'est mieux. Voilà. On peut quand même l'écrire au soleil. Je n'interdis pas aux gens d'écrire au soleil. Je les emmène moi-même aussi parfois en boost d'écriture. Donc... et je pense que par contre, à l'inverse, c'est vrai que quand on porte son livre depuis très longtemps en soi, ça peut aller vite. Et donc, je n'ai rien non plus contre les personnes qui partent écrire 15 jours au soleil.
Je pense néanmoins que c'est un très bel outil marketing. Tu vois, je pense que c'est quand même une manière que le lecteur fasse connaissance avec toi de manière peut-être plus approfondie, plus personnelle. Et après, ça peut lui donner envie de travailler avec toi aussi. Tu vois, tu feras un livre sur comment lancer votre podcast. Ben, peut-être qu'après, j'aurais encore plus envie, après avoir lu ton parcours, ce qui t'anime, comment tu t'es lancée, toi, comme podcasteuse. Ben, peut-être qu'après, j'aurais envie de bénéficier de tes conseils pour lancer un podcast. Ou, tu vois, il y a quand même le côté marketing qui est là. Ouais. D'accord, donc ton approche, c'est vraiment de te dire que la personne avec qui tu vas travailler, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre, mais c'est aussi quelqu'un qu'on va connaître à travers son livre. C'est pas juste rédiger des conseils, c'est donner un peu de sa personnalité, un peu de soi, en fait, dans son écriture. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça aussi que j'impose à l'auteur de l'écrire lui-même. Donc, par exemple, je ne vais pas écrire à la place de l'auteur parce que je pense qu'on a chacun une voix, on a chacun un ton, un vocabulaire qui nous est propre. Et c'est vraiment important que la personne écrive avec sa personnalité. Et si j'écris à ta place, ça va se sentir. Oui, ça va être du Laurent, ça ne va pas être du Astrid, quoi. Donc, et à quel moment tu t'es dit, parce que tu as eu une carrière en tant que salarié, à quel moment tu as switché, tu t'es dit, bon, là, ça ne me convient plus, il faut que je change et j'ai envie de faire de ça mon métier? En fait, c'est venu quand même par une... je pense que je m'ennuyais sérieusement, en fait, dans mon job de salarié. Je travaillais pour une grosse boîte de consultants informatiques en back-office. Enfin, c'était pas très créatif et je comprends pas pourquoi je suis restée si longtemps. En fait, je crois que j'avais une peur comme beaucoup. Enfin, tu sais, c'était un peu lié à ta sécurité financière. Voilà, je me disais, de toute façon... Puis mon père lui-même avait été entrepreneur, avait fait faillite. Donc, on entend beaucoup aussi que souvent, en tant qu'entrepreneur, il y a des croyances qui nous empêchent de nous lancer, alors qu'en fait, voilà, je ne fais pas du tout faillite, ça va très bien, et je connais plein de gens qui réussissent très bien, mais je pense que j'avais toutes ces peurs. Et puis un jour, oui, en fait, je suis passée d'abord à mi-temps, comme première étape, puis ensuite... j'ai commencé à faire des petites missions en communication, parce que ma sœur a une agence de com. Et donc, petit à petit, voilà. Puis alors, je suis rentrée dans ces fameux réseaux d'entrepreneurs féminins, où j'ai vu plein d'autres femmes. Un réseau belge? Oui, c'était un réseau belge. J'étais à plusieurs événements, en fait, et dans plusieurs réseaux d'entrepreneuriat féminin. Et là, j'ai vu toutes ces femmes qui vivaient de leur passion. Et là, je me suis dit, là, j'ai démissionné. Et puis, je te dis, je suis tombée sur cette femme qui faisait ce métier. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai toutes les compétences pour le faire. J'ai le côté littéraire, j'ai le côté marketing, j'ai le côté business, et puis j'ai le côté passion. Donc, je me suis lancée. Moi. D'accord. Et quand tu as lâché ton job de salarié, oui, tu as eu peur par rapport à toutes les croyances qu'on peut avoir, du fait de quitter son emploi, quitter sa stabilité. C'est pas forcément évident non plus d'expliquer à sa famille qu'on va quitter son job. Donc tu l'as fait crescendo, c'est-à-dire que tu t'es mise à mi-temps, tu t'as travaillé ton expertise en travaillant dans l'agence de com de ta sœur. Combien de temps ça t'a pris en fait ce processus à peu près avant de te dire ok c'est bon, je lâche? Je pense qu'à un moment donné, ça m'a pris, je dirais, peut-être 2 ans de vraiment complètement lâcher. Parce qu'en plus, dans la boîte où je travaillais, la fille qui devait reprendre mon job a fait un burn-out. Donc, en fait, ma boîte m'a dit, mais tu ne veux pas rester comme freelance encore 1 jour par semaine ou 2 parce que... Voilà, donc j'ai mis un peu de temps à complètement couper le lien avec mon employeur. Mais je dirais 2 ans. Et en même temps, moi, je recommande à tout le monde de se lancer à un moment donné à temps plein. Parce qu'en fait, le faire sur le côté, en fait, ta boîte peut pas prendre de l'ampleur. Ça reste un espèce du coup de hobby, de trucs qui te passionnent, mais tu mets pas toute ton énergie dedans. Tu te dis pas, je vais avoir plein de clients, je peux en vivre. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut sauter. Et ça, voilà. En plus, moi, j'avais aussi l'âge. Enfin, tu sais, c'était donc je trouve aussi, et je vois de plus en plus de femmes de mon âge qui se lancent. Donc moi, j'ai fait le grand saut à 48 ans, 49 ans. J'en vois de plus en plus de ma génération qui le fait. Et donc voilà, je trouve qu'en plus, si vous êtes jeune, mais sautez, quoi. Faites-le plus vite que d'attendre 2 ans, comme moi, à étirer le... Il y a le fait aussi de se sentir prêt. Enfin, des fois, on reste un petit peu plus longtemps parce qu'on se demande est-ce que c'est encore le bon moment, mais il y a
on se dit, est-ce que je suis prête ? Est-ce que je suis prête à sauter le pas ? Est-ce que je suis prête à me lancer ? Et est-ce que c'est maintenant ? Je pense qu'on atteint un petit déclic quand même. Enfin, je pense. Moi, le gros déclic aussi, ça a été mon livre, parce que j'ai écrit mon livre, et quand le livre est sorti, mon premier livre, quand le livre est sorti, il y a eu une espèce de... J'étais devenue une experte dans mon domaine, et donc il y a une espèce de légitimité qui était vraiment complètement assumée. Ce qui se passe avec beaucoup de mes auteurs. D'accord, donc ça t'a fait aussi te rendre compte que j'ai une expertise, je l'ai prouvé par mon livre, et je me sens légitime de dire que aujourd'hui je peux faire ce métier-là parce que voilà la preuve de ce que j'ai fait. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Voilà, si je résume. Hein. Ouais, non, tout à fait, tu as bien senti le... Oui, et justement, quand on veut travailler avec toi, comment on travaille ? Comment ça se passe pour rédiger un livre ? Comment ça se passe ? Quelqu'un vient te voir, dit j'ai envie d'écrire un livre, il y a une phase de réflexion, une phase de travail de ce que tu as dit. C'est une phase qui dure 1 an. Oui, en général, mes programmes durent 1 an. Les 2 premiers mois, on va surtout réfléchir à la stratégie, parce qu'en fait, il faut vraiment réfléchir pourquoi en fait tu veux écrire ce livre. Tu vois, est-ce que c'est parce que tu veux donner des conférences ? Est-ce que tu veux est-ce que tu es formateur et que ça va être un peu comme ton syllabus plus ? Est-ce que c'est une carte de visite que tu vas vraiment distribuer ? Est-ce que tu cherches à passer par une maison d'édition en autopublication ? Donc il y a toute une série de décisions, et aussi de quel est ton public cible. Quel type de lecteur tu veux attirer à toi, parce que je dis toujours attention, il faut attirer les bonnes personnes. Donc si par exemple tu es en train de changer d'activité et que tu dis je vais écrire un livre sur imaginons que tu étais, je sais pas moi, j'ai eu le cas par exemple, j'ai accompagné une femme qui accompagnait des femmes à perdre du poids, et elle avait décidé de maintenant accompagner des femmes entrepreneurs à lancer leur business. Et elle me dit je vais tout écrire sur la mincithérapie dans un livre, comme ça c'est fini, j'ai déposé tout mon savoir et je peux passer à mon nouveau métier. Je dis non, parce que tu vas attirer à toi toutes des femmes qui veulent maigrir, alors que toi tu veux plus les accompagner sur ce sujet-là. Donc il faut quand même bien réfléchir au type de personnes qu'on va attirer à la lecture de notre livre et qui auront envie de travailler avec nous après. Et ensuite, il y a trouvé l'angle unique qui est de quel livre écrire pour que ce livre soit différent des autres livres qui existent sur le marché, quoi. D'accord, donc c'est une question d'angle, de timing et d'implication. Oui, exactement. Et après, on démarre alors, une fois qu'on a posé ça et qu'on a défini le fil rouge et la table des matières, en général, ça prend 2 mois. Et ensuite, on commence à écrire pendant plus ou moins une période de 6 mois, 4 heures par semaine, en parallèle de son activité. Et puis... c'est assidu, hein. C'est vrai que ça prend... Moi, je dis qu'il faut compter 4 heures par semaine pour arriver à un résultat. Et ensuite, il y a 2 mois de relecture par un panel de lecteurs dans le public visé, et 1 mois de retravail. Et puis, il y a les 2 mois de fabrication. Et donc 2 mois plus 6 mois plus 2 mois plus 2 mois, ça fait 1 an. 1 an. Donc pour rédiger un bon livre, il faut dire que ça prend... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ont pris plus de temps justement pour... Oui, d'accord. Oui, okay. oui, c'est courant. Après, j'essaye de leur faire prendre conscience que on peut évidemment écrire plus longtemps que 6 mois, parce que c'est comme tu dis, c'est assez dense, mais le problème, c'est que ta pensée elle continue à évoluer. Donc si tu mets 2 ans à l'écrire, quand tu vas relire ce que tu as écrit 2 ans après, en fait, tu n'es plus tellement d'accord avec ce que tu as écrit au début, parce que même ton expérience, ton expertise a changé. Donc tu dis, mais j'ai plus envie de parler de ce sujet-là. Je suis beaucoup plus experte et j'ai plus envie de... Moi, j'ai eu des auteurs comme ça qui ont changé de public. Enfin, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils avaient peut-être plus envie d'accompagner des novices, qu'ils avaient envie d'accompagner des gens qui étaient un peu plus expérimentés. Donc plus tu tires ton écriture en longueur, plus en fait ça correspond plus à la personne que tu es à l'instant T. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter dans le temps. Ouais. Okay. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut avoir déjà une communauté avant de se lancer dans l'édition d'un livre, pour te dire on a une communauté qui existe déjà et du coup on va vendre ce livre, proposer ce livre à sa communauté, ou le livre peut être un vecteur d'acquisition de nouveaux clients ou de personnes qui vont finalement adhérer à notre communauté. Comment tu vois un petit peu les choses sur cet aspect-là ?
C'est typiquement quelque chose qu'on va voir justement dans un peu la phase de stratégie. Je pense que les deux fonctionnent. C'est sûr que, en fait, ça va dépendre aussi si tu veux absolument passer par une maison d'édition. La maison d'édition va regarder quelle est ta communauté, et parce qu'ils veulent en fait que tu fasses le travail de vente. En fait, c'est pas la maison d'édition qui vend ton livre, c'est toujours l'auteur qui vend. La maison d'édition place le livre en librairie, mais c'est l'auteur qui est porteur de sa com. Et donc, c'est sûr que une maison d'édition va regarder ta communauté. Donc, plus ta communauté est déjà là, plus tu vas vendre ton livre facilement, c'est clair. Mais en même temps, le livre est un très beau moyen pour créer cette communauté. Donc, moi, par exemple, dans les accompagnements que je propose, on travaille très tôt sur le marketing. Et notamment, par exemple, moi, je suggère à beaucoup d'auteurs de lancer une enquête, lancer un appel à témoignages. Du coup, ça leur permet de dire à l'occasion, je suis en train d'écrire un livre sur... voilà, par exemple, là, j'accompagne une jeune femme qui écrit un livre sur l'endométriose. Donc, elle a lancé une enquête auprès des femmes qui souffrent d'endométriose pour leur demander comment vous le vivez au quotidien, quelles sont les questions que vous vous posez, etc. Elle a plein de matières hyper intéressantes pour son livre. Elle a eu 150 personnes qui ont répondu. C'est 150 femmes qui potentiellement sont intéressées par acheter le livre, mais c'est surtout 150 femmes qui découvrent que elle peut les aider éventuellement à avoir moins mal, à se sentir mieux au quotidien. Donc en fait, du coup, tu développes ta communauté en parallèle de l'écriture. Donc elle avait peut-être une trentaine de femmes qui savaient qu'elle avait envie de développer un accompagnement pour l'endométriose. Et maintenant, elle en a 150 qui sont en train de parler d'elle avant même que le livre soit sorti. Tu vois, donc pour moi, les deux... se complètent. Ouais. D'accord. Et la rédaction d'un livre, comparément au développement d'une activité de visibilité sur LinkedIn, comment tu compares les deux? Parce que écrire un livre, ça va te prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'engagement, et alors que tu peux aussi développer une communauté, par exemple sur LinkedIn, pour aussi bien vendre tes produits-services. Comment tu compares les deux? Est-ce que un est plus actionnable que l'autre à l'instant T, ou les deux sont possibles, mais en fonction de ce que tu as à mettre en place? Je pense que les deux sont complémentaires. Non, mais c'est une bonne question, c'est vrai. On ne m'a pas encore posé celle-là, donc je réfléchis un peu avant de répondre quand même. Je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je comparerais plus le livre avec une chaîne YouTube ou un podcast, quoi. Tu vois, c'est voir quel est le média en format long, parce que le livre est un format long. Donc, les gens ont envie d'approfondir un sujet, ils ont envie d'aller un peu plus en profondeur. Pour ça, que peut-être que les podcasts, c'est des formats longs aussi. C'est ça que moi, je trouve qui est chouette dans le podcast par rapport à, je sais pas, justement des publications sur LinkedIn qui sont très courtes. Maintenant, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent LinkedIn avec des formats longs de newsletter. Et finalement, je pense que les deux formats fonctionnent bien. Le livre reste. Il n'y a rien à faire. Il y a le côté objet du livre qui reste, que tu peux te prêter, dans lequel tu peux noter, tu peux gribouiller. Tu ne dois pas aller retourner dans un mail, dans une newsletter, dans le podcast en disant « c'est encore à quel moment qu'elle disait ça ?» Donc, il y a le côté objet qui est assez... Il y a le côté objet. Il y a le côté, par exemple, qui peut être très utile si tu peux donner des conférences. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter un conférencier et après repartir avec le livre. Si tu es formateur, c'est super puissant aussi. Tu peux donner le livre en préparation à ta formation ou comme suivi de ta formation. Donc en fait, je pense que le livre n'est pas utilisé complètement de la même manière. C'est quand même un outil de transmission, je pense, qui va plus en profondeur qu'un outil de communication ou d'information. D'accord. Voilà. Mais c'est mon avis en tout cas. Mais quand tu parlais de profondeur, moi je pensais typiquement à une série qu'on va regarder sur Netflix. Et quand on va lire le livre, on aura deux niveaux de détails différents, parce que dans le livre, on aura le détail de la pensée du personnage principal, par exemple, etc. Sur Netflix, on ne va pas retrouver tout ça. Donc, c'est un peu le comparatif que tu fais entre les deux, je trouve. Oui, en tout cas, entre le format vidéo et le format livre, oui, je trouve que ça, c'est très complémentaire. On perd un niveau de détail sur certaines choses. Et justement, avec quel type de client tu travailles en général ? Alors c'est chouette pour moi parce que moi j'adore rencontrer des gens et j'adore apprendre. Donc j'ai la chance d'accompagner des personnes d'expertises très différentes. Donc j'ai eu des nutrithérapeutes, des médecins, des gynécos, des sexologues. Ça c'était plutôt au niveau de la santé. J'ai eu beaucoup de gens qui sont dans le leadership, le management, la gestion d'équipe et qui développent en fait des
des modèles un peu d'entreprise, un peu entreprise 2.0 pour essayer de faire un peu changer les choses dans notre société. J'ai eu pas mal d'auteurs aussi qui ont fait sur le développement, des livres de développement personnel, évidemment, parentalité, de développement spirituel, beaucoup. Il y a 3-4 ans, j'ai eu énormément, vraiment senti une vague de besoins de personnes voilà, qui ont beaucoup parlé de l'invisible et de l'influence de l'invisible dans nos vies. Là, pour l'instant, j'accompagne pas mal de personnes sur la question de la neurodivergence et des atypiques. Donc, je vois aussi l'évolution de la société en fonction des livres que tu reçois. Des experts qui ont envie de transmettre. Ouais. D'accord. Et mais du coup, toi, ça te force, ça te demande quand même de t'intéresser à plein de sujets différents, entre tout ce qui est dans le secteur médical, tout ce qui est dans le secteur de l'accompagnement, comme tu relis en fait ces documents, c'est les propositions qui t'ont... Ouais, mais moi j'aime bien, je pense que ça c'est un peu ma force, je suis un petit caméléon, donc en fait j'arrive à me mettre dans la peau du lecteur, sauf quand c'est vraiment des sujets très techniques, mais en général les gens qui écrivent une thèse de doctorat ou des livres très très techniques ne viennent pas nécessairement vers moi. C'est plus quand c'est de la vulgarisation finalement. Oui, c'est ça exactement. Donc, du coup, si tu arrives à comprendre, c'est qu'ils ont bien fait leur job. Quoi. Je leur dis souvent. Si je comprends, normalement, tout le monde devrait comprendre. Mais, Et depuis que tu as lancé ta boîte, quel a été ton plus grand apprentissage finalement ? Tu n'es pas obligé d'en donner qu'un, hein. Tu peux en donner plusieurs. Ouais, je réfléchis. Je pense que de ne pas se décourager. Je pense que on n'a pas tout de suite les bons clients, on n'a pas tout de suite le bon programme. Moi, j'ai testé différentes choses. J'ai fait un programme en 12 semaines, puis un programme en 6 mois, puis un programme en 1 an, puis j'ai essayé des formats en groupe, des formats... j'ai testé beaucoup de services que j'ai trouvé intéressants. C'est un conseil qu'on m'avait donné. C'était vends d'abord, puis tu le développes. Et ça, j'avais trouvé un très bon conseil. Donc... propose, je sais pas, tu dis, je vais faire un séminaire de 2 jours, tu fais juste, t'expliques en gros ce qu'il y aura dans le séminaire. Et puis une fois que tu as un nombre de personnes suffisant, là tu commences à dire, bon là maintenant il va falloir que je bosse. Il va falloir que je bosse, que je réfléchisse vraiment au contenu, que je trouve les intervenants. J'ai fait la même chose pour ma formation en ligne et ça j'ai trouvé intéressant, ce qui n'était pas du tout ce que dans mes études avant j'avais compris, c'est que tu développes un produit puis tu le vends. Et ici j'avais trouvé que l'idée d'abord proposer, voir s'il y a du répondant et puis développer par après. Je trouvais que c'est un des gros, comment on appelle, de mind shift que j'ai dû changer, d'état d'esprit. Et alors s'entourer, moi vraiment, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment il faut trouver d'autres sources, que ce soit des coachs, que ce soit des gens comme toi, qui se pose plein de questions sur l'entrepreneuriat et d'échanger, etc. Et pas de rester tout seul dans son petit coin. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il y a des questions, peut-être dans le public, par rapport au sujet ? D'accord. Il y a un monsieur qui a une question. Ah. Quoi arrive ? Bonjour. 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 Donc, je m'appelle Christian. Je trouve que ton parcours est vraiment très, très intéressant. Et moi, je voulais savoir si, par rapport à ton accompagnement pour les lecteurs, pour former les gens à la lecture de livres, tu travailles aussi avec les hommes. Parce que moi, ça m'intéresse. Tu travailles avec tout le monde, hein ? Oui, alors dans la compagnie de lecteurs que j'ai fondée en 2012, donc c'est plus moi qui la coordonne au quotidien, mais on cherche toujours des lecteurs et c'est plutôt des lecteurs passionnés de romans, là pour le coup, des romans, des récits de vie et des recueils de nouvelles, et évidemment que c'est mixte. De mon côté, on cherche toujours des lecteurs, mais c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que sur mon profil LinkedIn notamment, quand un de mes auteurs a fini l'écriture du livre, à ce moment-là, on poste... sur LinkedIn et sur Facebook, et on dit on cherche 3 lecteurs passionnés par la parentalité ou 3 dirigeants d'entreprise. Et donc, ça va dépendre à ce moment-là de ton profil. On ne cherche pas vraiment des relecteurs du coup stylistiques, on cherche vraiment des bêta-lecteurs, ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, qui sont vraiment les premiers lecteurs et qui sont passionnés par en tout cas intéressés par le sujet, et voir s'ils ont trouvé que le livre leur apportait des réponses, en fait. Mais volontiers pour Cléa, et puis même si... tu es peut-être dans la cible des prochains livres qui vont sortir, donc volontiers.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Merci, c'est super intéressant. J'ai une question un petit peu plus, pour avoir une idée un peu plus mentale, voilà, du projet, enfin, des personnes qui viennent et qui s'adressent à toi. Comment ça se passe ? Donc on prend contact avec toi sur LinkedIn. Et puis, est-ce que toi, tu dis, voilà, moi j'ai suffisamment d'expérience et aujourd'hui je sais que quelque chose sur l'endométriose, ok, on y va, ça va intéresser, mais quelque chose, je ne sais pas, sur extrêmement technique ou extrêmement très manuel, on va dire, je dis n'importe quoi, genre je suis passionnée d'écrire sur comment fonctionnent les réfrigérateurs. Est-ce que, et du coup je veux monter ma boîte de réparation de réfrigérateurs, est-ce qu'il y a des choses où tu dis, bah voilà, là c'est dans l'air du temps et ok, on y va, je pense que tu peux trouver ton public. Est-ce que tu donnes aussi ce type de conseils ou est-ce que ensuite tu réorientes en disant, bah, peut-être que ça c'est plus du blog ou plus de la newsletter ou plus des choses comme ça? Merci pour la question, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours de la place pour un livre, il faut juste trouver le bon angle. Donc typiquement, si tu veux faire un livre sur comment bien entretenir son frigo pour consommer 10 fois moins, ben pourquoi pas, peut-être est-ce qu'il y a un public, est-ce que ça intéresse les gens ? Je ne sais pas si tout un livre de 200 pages sur le frigo, ça marcherait. Donc peut-être que là, je te dirais, il va falloir peut-être qu'on pourrait faire tous les appareils électroménagers, voilà, comment diminuer sa consommation d'électricité en prenant soin de tous ces appareils. Et tout, voilà. Donc on va essayer de trouver quand même, de vérifier qu'il y a un petit... On peut avoir un marché de niche, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de personnes intéressées par le sujet. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens parfois que je déconseille que je challenge un peu la personne sur le sujet. Donc j'ai eu énormément de personnes, par exemple, qui veulent écrire sur le burn-out. Et je comprends tout à fait la démarche. Donc la personne est sortie de son burn-out, elle a découvert un nouveau sens à sa vie très souvent, et elle a envie de partager ça au plus grand nombre en disant c'est possible, et de raconter son parcours. Or là, il y en a beaucoup. Donc du coup, là, ça va vraiment... Là, je vais parfois dire attention, est-ce que on peut pas trouver un angle un peu particulier quand même par exemple, là, j'accompagne une personne qui m'a contactée, mais elle est médecin. Et je trouve que c'est intéressant. Là, je me dis, tiens, burn-out, alors que toi-même, tu es jeune médecin et soignante, je me dis, là, il y a un angle intéressant, parce qu'il y a plein de soignants qui, en fait, sont au bord de l'épuisement, on n'en parle pas. Et donc là, je me dis, waouh, là, je vois un angle. Tu vois, donc ça va plus être... mais en même temps, des livres sur le couple, il y en a 100 000. Et quand tu as une crise dans ton couple, tu sais, tu vas acheter tout ce qui est en librairie. Et il y aura toujours bien un conseil que l'autre n'aura pas donné. Hein. Voilà, toujours. Parce qu'on a chacun notre histoire aussi. Donc... moi, je pense que tous les livres ont leur place, en fait. Je suis assez... je décourage pas, mais j'encourage à trouver l'angle unique. Il est parti avec le micro a disparu. Je suis pas attentive. Merci beaucoup, effectivement, c'est super intéressant. Moi, j'avais plus la question... de savoir sur les auteurs et autrices que tu accompagnes, elles ont un livre à la fin de leur accompagnement, elles ont un produit fini. Est-ce que tu les accompagnes aussi sur la partie de démarchage des maisons d'édition, et dans quelle mesure tu interviens sur cet aspect-là? Et je vais le mettre de manière peut-être un peu agressive, mais dans l'obligation de résultat de publication du livre. J'ai une obligation de moyens, mais pas de résultats. Clairement. Je ne suis pas agente littéraire, donc je ne veux pas l'être parce que je veux rester indépendante. Donc j'ai des contacts dans des maisons d'édition. Je leur propose des projets auxquels je crois. Mais parfois, la meilleure maison d'édition pour un projet, j'ai personne que je connais dans cette maison. Donc voilà, donc je ne peux pas garantir. Et puis en plus, même quand je connais les personnes, parfois elles me disent, voilà, j'ai encore eu le cas récemment, elle me dit non, ce projet-là, ça ne nous intéresse pas. Mais elle me dit, mais par contre, tu pourrais peut-être essayer telle autre maison. Donc, le monde de l'édition est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent de livres. Donc, mais comme je te disais, ils vont regarder aussi ton potentiel commercial. Et c'est un peu le fait la poule, c'est-à-dire que
toi, tu écris un livre pour avoir de la visibilité et avoir des personnes, pour augmenter en notoriété, et la maison d'édition te publie si tu as de la notoriété. Oui, mais en fait, j'en ai pas encore énormément, j'écris un livre pour en avoir. Donc, il peut y avoir un clivage là, et après, j'accompagne en tout cas dans ce trajet-là. Donc, je monte des dossiers, en mettant tous les éléments et en packageant le dossier pour essayer de maximiser tes chances d'en trouver un, mais je ne peux pas le garantir, non. Oui, vas-y. Et je me demandais justement si c'était une tendance maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., d'avoir besoin de cette notoriété déjà dès le départ, que les maisons d'édition demandent, parce qu'au départ, être un écrivain ou être un auteur, une autrice, en général, on devient auteur, alors que là, on demande d'avoir une communauté, et ensuite on peut être publié. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans ton expérience ou pas ? Non, ce que je vois beaucoup, c'est que les éditeurs font un peu du scouting, comme dans le foot. Enfin, ils vont faire du repérage. Donc moi, j'ai des auteurs qui m'ont contacté parce qu'ils avaient été approchés par une maison d'édition, parce qu'ils étaient podcasteurs, ils étaient youtubeurs, ils étaient blogueurs. Ils avaient déjà une communauté, et la maison d'édition se dit « Ouh là, ça c'est tout bon ». Il y a déjà, je ne sais pas combien, des dizaines de milliers de personnes qui la suivent. Donc, on va lui proposer d'écrire un livre sur son expertise, sachant qu'en fait, elle va le vendre toute seule comme une grande. Enfin, tout seul, il y a aussi des hommes, bien sûr. Là, c'est juste que les deux exemples auxquels je pense que j'ai accompagné ces 6 derniers mois, c'est 2 femmes, mais j'ai accompagné, exemple, aussi Nicolas Devic, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est un homme, pour le coup, et qu'on est aussi venu chercher parce qu'il avait une communauté. Donc, les éditeurs vont plutôt aller repérer des experts et vont leur proposer d'écrire un livre. Et à ce moment-là, moi, je vais les aider à structurer leur contenu dans une forme qui fait que l'éditeur ne va pas changer d'avis. Enfin, voilà. Mais, donc, moi, je vois plutôt cette tendance-là, mais je pense aussi que l'autopublication en tant qu'entrepreneur, c'est la voie de la liberté. L'autopublication, quand ton livre est fini, 2 mois après, tu l'as en main, tu peux l'utiliser comme outil marketing comme tu le veux, tu as la grosse partie du revenu dans ta poche, alors qu'avec une maison d'édition, c'est entre 8 et 10% du prix de vente. Donc, tu as 2 € par livre en poche, alors que c'est toi qui as fait tout le travail. Et c'est normal, c'est même pas l'éditeur qui se prend plein d'argent, c'est tous le gars, les distributeurs, les diffuseurs, les libraires, etc., les librairies en ligne. Et donc, pour moi, l'autopublication, c'est aussi la liberté. Et que moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui me disent « Non, mais moi, c'est mon livre, je vais le sortir comme je veux, avec la titre que je veux, avec la couverture que je veux. Au moment où je le veux. Donc, il y a du pour et du contre dans les 2 démarches, même s'il y a des maisons d'édition, évidemment, qui font un travail fantastique et que j'aime travailler avec elles aussi. Je ne les décris pas, mais je trouve qu'on ne peut pas dévaloriser l'autopublication. L'autopublication, ce n'est pas le truc quand, en fait, on est tellement nul qu'en fait, on doit s'auto-publier parce que personne n'a voulu notre livre. Non, j'accompagne plein de livres géniaux avec des auteurs qui ont vraiment fait un choix conscient, stratégique, business, de s'auto-publier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Justement, la dernière question, ça me fait rebondir sur le fait que est-ce qu'on passe pas à côté de bons auteurs finalement, avec la stratégie des maisons d'édition, qui vont plus aller tabler sur des personnes qui ont des grosses communautés, mais qui ne sont pas, in fine, des personnes qui écrivent des livres, quoi. Je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, la question principale. Parce qu'un youtubeur, un influenceur, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain, mais il a des choses à dire. Donc, je pense qu'il part du principe que là où parfois, moi, je suis pas toujours convaincue, c'est qu'effectivement... il y a parfois des auteurs qui ont déjà une très chouette communauté. Par exemple, ils s'adressent à des ados et ils sont hyper puissants sur TikTok. Je leur dis, mais les ados, ils lisent pas vraiment des livres, en fait. Donc, alors écrire un livre pour les parents de ces ados, mais il faut aussi réfléchir aux moyens. Et donc, c'est vrai que je suis pas sûre que certains influenceurs qui sont tellement bons en vidéo et qui ont une communauté, qui ont envie de les voir agir, bouger, etc., et spécialement envie d'avoir un produit livre. Donc là, je suis assez d'accord avec toi. Ils sont pas tous, mais en même temps, ils vont être accompagnés en général par la maison d'édition et essayer de quand même... Est-ce que ça arrive qu'on écrive à leur place ? Oui. Oui, d'accord. Oui. Bon. Oui. Il y a beaucoup de maisons d'édition alors qu'ils proposent un journaliste qui va les aider à écrire. Si vraiment ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'écriture, ouais. Oui. Ça se fait. Et est-ce qu'en tant que femme,
tu as ressenti des a priori ou tu as eu des difficultés justement dans ton activité, même par rapport aux maisons d'édition, hein, peut-être qu'elles font plus confiance à un monsieur plutôt qu'à une femme. C'est un exemple. Ou même dans non, c'est une bonne question. Je pense que c'était plus le côté... je crois pas que c'est parce que j'étais une femme, mais au début, c'était plus... en tout cas, les hommes, quand je leur disais, oui, mais je suis ingénieur commercial de formation, c'est, ah oui, quand même. Donc, tu vois, t'es pas juste une illuminée qui tient la plume. Donc, je sens que chez les hommes, mon parcours professionnel d'avant, sérieux, commerce, etc., marketing et tout, les rassure. Alors qu'une femme va plus facilement embrayer en se disant... je fais confiance à la personnalité, à l'intuition. Voilà, la fille me plaît, je m'embarque. Elle va moins regarder mon parcours. Là, je vois un petit peu une différence. Mais sinon, dans le monde de l'édition, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc c'est un milieu justement qui est assez ouvert aux femmes. Donc non, ça, j'ai pas trop ressenti. Oui. Non. Ça t'a jamais desservi ou freiné sur une action finalement? Non, après, j'ai été très active et je le suis encore dans les réseaux d'entrepreneuriat féminin. Et donc, c'est vrai que parfois, les hommes me disent « Mais est-ce que vous accompagnez quand même des hommes ?» et donc, il peut y avoir un frein comme ça. Et c'est vrai que j'accompagne plutôt, je dirais, 3/4 de femmes, 1/4 d'hommes. Mais aussi parce que je pense que les hommes... les femmes, on a le syndrome de l'imposteur, donc on se dit « Ah, mais qui suis-je pour écrire un livre ?» Et elles cherchent aussi une espèce de validation de ma part, que leurs projets, qu'elles sont des expertes, qu'elles ont des choses à dire. Un homme a un peu moins le syndrome de l'imposteur. En général, il est un peu plus... Il est expert. De toute façon, je ne connais pas peut-être grand-chose encore à fond, mais je suis déjà expert. Tu vois, il y a vraiment ce côté... La femme, elle va se... Non, mais on en a vraiment discuté avec plein de formateurs. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé dans des études et tout, mais c'est qu'une femme, elle va se multiformer 22 fois et elle ne va toujours pas se sentir expert. Et un homme, très vite, s'il se débrouille, il va dire « Non, mais t'inquiète, je suis expert, ça va aller. » quoi. Et donc, je le sens aussi dans... Ils vont peut-être moins facilement... avoir un coach en se disant je sais me débrouiller. Donc je pense aussi qu'il y a ce phénomène qui fait que j'ai plus de femmes qui viennent chez moi pour chercher cette espèce de validation de est-ce que tu crois que je suis assez experte pour écrire un livre? Mais évidemment, tu es experte pour écrire un livre. Oui. Et quelle sera la prochaine étape justement pour toi et ta maison d'édition? Mais moi, ma prochaine étape, c'est de lancer en fait vraiment ma maison d'édition. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Et je lance une collection conseils d'entrepreneurs. Donc j'assume complètement. Donc destinée des conseils de femmes entrepreneurs pour les femmes entrepreneurs et des ouvrages collectifs. Donc le principe, c'est 10 expertes autour d'une thématique qui écrivent chacune un chapitre avec des conseils sur une sous-thématique. Donc le premier ouvrage, ça va être sur s'entourer et réseauter, qui est pour moi le premier conseil que je donne aux femmes entrepreneurs. Le deuxième livre, ça va être sur oser faire de l'argent. Et donc là, je vais réunir des experts, tu vois, en gestion financière, en finances personnelles, parce que en tant que femme entrepreneur, si on veut vivre de notre activité, on doit aussi développer nos finances personnelles et notre relation à l'argent. Le troisième, ça va être entreprendre sans s'épuiser. Et l'idée, c'est chaque fois de prendre 10 expertes francophones, donc des Belges, des Suisses, des Françaises et des Québécoises, et de les mettre ensemble pour à la fois apporter plein de valeurs aux lectrices et en même temps, entre elles, s'entraider et créer des liens pour avoir un accès sur le marché d'autres pays. Donc en fait, c'est un projet à la fois pour les lectrices femmes entrepreneurs, mais qui va aussi permettre aux autrices de se connecter entre elles et de s'ouvrir leur marché respectif. D'accord. Et si tu devais donner un conseil à la toi d'il y a quelques années, quel serait-il? C'est ça. Je lui aurais dit de le faire beaucoup plus tôt. Oui. Qu'est-ce que tu as foutu 13 ans dans cette boîte, quoi? Tu vois, vraiment. Je lui aurais dit, mais Laurence, tu as tout ça en toi, fonce, quoi. Ouais, vraiment. Je pense qu'en fait, quand vous sentez que vous avez une idée, il faut y aller à fond, quoi. En fait, vous risquez rien. Au pire, le truc se plante. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et en plus, aujourd'hui, même dans le salariat, on peut prendre une année sabbatique. Enfin, il y a moyen vraiment je trouve, de se lancer plus tôt.
se lancer plutôt et s'entourer. Et les deux vont pour moi de pair. Donc si vous n'osez pas, allez rentrer dans ces réseaux. Et il y a plein de réseaux d'ailleurs. Enfin, moi, je suis dans les réseaux de femmes entrepreneurs, mais je suis aussi dans des réseaux mixtes. Mais allez dans ces réseaux, allez parler avec d'autres entrepreneurs et discuter avec eux de qu'est-ce que tu penses de mon projet. Il y a tellement de choses à faire, quoi. Puis le monde a besoin des entrepreneurs pour que ça bouge. Donc, Exactement. Mais merci beaucoup, Laurence. merci à toi. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Merci. Merci.